Les documentaires peuvent être un excellent moyen pour les gens de raconter leurs propres histoires. Parfois, ces histoires sont banales, mais la façon dont elles sont présentées peut faire paraître intéressantes ou inhabituelles, même des personnes tout à fait ordinaires. Numéro 10. En 1975, les réalisateurs Albert et David Maysles ont sorti un documentaire qui portait un regard intime sur la vie de deux femmes presque totalement oubliées par la société. C'était quelque peu controversé à l'époque, et ça l'est resté depuis. Mais Grey Gardens a également influencé la culture populaire d'une manière à laquelle aucune de ses protagonistes n'aurait jamais pu s'attendre. Les frères Maysles ont découvert pour la première fois l'histoire d'Edith Beale et de sa fille, Little Eddie, en 1972. La mère et la fille appartenaient à une des familles les plus puissantes de New York. L'aînée, Edith, était la sœur de John Blackjack Bouvier, un agent de change de Wall Street et père de l'ancienne première dame Jackie Kennedy. Le père de Little Eddie était Philon Beale, un sportif et avocat. Malgré le statut de leur famille, les deux femmes n'ont pas mené la vie confortable attendue dans la haute société new-yorkaise. Philon s'est séparé de sa femme dans les années 1930 et a divorcé officiellement dans les années 1940. Edith a emménagé à plein temps à Grey Gardens, un vaste manoir et domaine à East Hampton. Au départ, son père la soutenait et elle avait tout un personnel à disposition. À sa mort, sa famille a contrôlé son héritage et n'a donné que très peu à elle et à Little Eddie pour survivre. Le domaine de Grey Gardens s'est peu à peu délabré. Little Eddie a abandonné ses rêves de Broadway et une vie à Manhattan pour emménager et soutenir sa mère. Mais il y avait peu de choses qu'elle pouvait faire pour ralentir la dégradation de la propriété. Les jardins sont devenus envahis par la végétation et la maison elle-même tombait en ruine. Lors de leur première rencontre avec les Beale, les frères Maysles ont vu ces derniers lutter pour garder leur maison. L'état de la propriété était devenu si mauvais qu'il avait attiré l'attention des autorités locales. La maison était infestée de puces et habitée par des chats et des animaux sauvages. Les autorités locales ont lancé des inspections qu'Edith appelait des descentes, menaçant de les expulser. À l'été 1972, les nièces d'Edith sont intervenues pour fournir les fonds nécessaires à la stabilisation et à la réparation de la maison. La maison respectait désormais les normes du village, mais elle n'était toujours pas habitable. Cependant, les Beale ont continué à y vivre. Grey Gardens était à l'origine soutenu par Lee Radziwill, mais le projet a été abandonné. Lorsque les Maysles sont revenus en 1974, c'était sans son soutien. Mais Edith et Little Eddie semblaient heureuses de les avoir. L'équipe de tournage a noué une relation avec les Beale au fil d'une année, filmant de petits instantanés de leur vie. Il n'y avait ni musique de fond, ni narration dans Grey Gardens, et aucune interview formelle. Les deux femmes s'adressaient au réalisateur et à la caméra tout en vaquant à leurs occupations, se prélassant sur le balcon ou écoutant de la musique dans leur chambre. Elles racontent leur jeunesse quand elles appartenaient à la haute société et avaient la vie devant elles. Les histoires racontées par Little Eddie sont particulièrement tristes. Elle avait dans la cinquantaine lors du documentaire et semblait penser avoir sacrifié une grande partie de sa vie pour sa mère. Elle évoque des amies infirmières parties à l'étranger pendant la Seconde Guerre mondiale, tombées amoureuses, ainsi que des relations passées interrompues par la désapprobation maternelle. Parfois, les deux Edith se disputent sous les yeux des équipes de tournage et de son, la caméra faisant parfois des panoramiques vers le miroir. Le film est parfois difficile à regarder, et les frères Maysles ont été critiqués pour avoir exploité deux femmes vulnérables. Mais ils ont soutenu que les Beale n'étaient pas malades mentales, mais simplement excentriques et affirmés. Et ce documentaire leur a donné une voix. Numéro 9. L'histoire de Joe Simpson et Simon Yates est une histoire qui a été racontée de nombreuses fois depuis leur terrifiant voyage dans les Andes péruviennes en 1985. Le documentaire de 2003 sur cette épreuve est une reconstitution qui rapproche le public au plus près des événements, alors que Simpson et Yates eux-mêmes racontent l'histoire. La mort suspendue est sortie en 2003 et est basée sur un récit autobiographique écrit par Simpson, que l'on pourrait décrire comme le personnage principal de l'histoire. Simpson et Yates étaient deux alpinistes accomplis dans la vingtaine lors de leur voyage au Pérou. Ils étaient tous deux ambitieux et voulaient gravir le plus de montagnes possible. Leur objectif en juin 1985 était de gravir la face ouest du Siusiula Grande. C'était une voie qui n'avait encore jamais été gravie, bien que beaucoup de personnes aient essayé. La première partie du documentaire raconte leur ascension de la montagne culminant à 6344 mètres. L'histoire est racontée à travers une reconstitution dramatique, avec une narration issue d'entretiens avec Simpson, Yates et Richard Hawking, leurs partenaires non grimpeurs qui attendaient au camp de base.
Les entretiens sont menés séparément, chaque homme décrivant à la caméra ses pensées durant l'épreuve. Après une ascension difficile, Simpson et Yates ont atteint le sommet de la montagne, un exploit qui n'a plus jamais été reproduit par la même voie. Les deux alpinistes déclarent avoir été soulagés car 80% des accidents surviennent à la montée et il ne leur restait plus qu'à descendre. Cette fois, ils descendraient par la face nord de la montagne. Tout a débuté sans problème, mais peu après le début de la descente, Simpson a glissé et s'est cassé la jambe. L'alpiniste raconte, avec douleur, ce qui s'est passé et sa souffrance. Simpson ne pouvait pas prendre appui sur sa jambe cassée et il leur restait un long trajet pour descendre la montagne. Simpson s'attendait à ce que Yates l'abandonne et se sauve, mais Yates voulait les ramener tous les deux vivants. Il a attaché une corde entre eux et commencé à faire descendre Simpson progressivement le long de la montagne. Tous les 45 mètres, Simpson devait se lever pour alléger la corde, permettant à Yates de passer son dispositif d'assurage au-dessus d'un nœud. Ils faisèrent des progrès jusqu'à ce qu'un nouveau désastre survienne. Yates a accidentellement et involontairement fait descendre Simpson au-delà du bord d'une falaise. Dans la faible lumière et la neige, Yates ne voyait pas le problème. Simpson était suspendu à des centaines de pieds dans les airs, trop loin de la paroi pour s'y accrocher et ne pouvait pas remonter la corde. Le documentaire montre très bien à quel point la situation était désespérée pour les deux hommes et les réflexions qui ont mené à la décision que Yates a dû prendre. Voyant que Simpson ne pouvait pas remonter, Yates a coupé la corde pour éviter de basculer de la falaise avec lui. Simpson est tombé dans une crevasse dont la seule issue était de descendre plus bas. Même après avoir quitté la fissure de glace, il devait encore rejoindre le camp de base. C'était un trajet que Yates avait déjà eu du mal à faire, indemne, croyant que son partenaire d'escalade était mort. Simpson explique sans se vanter comment il a rejoint le camp de base. Les raisonnements qu'il a eus pour rester motivé à continuer, même lorsque tout espoir semblait perdu. Numéro 8. The Great Hack raconte l'histoire du scandale Cambridge Analytica du point de vue de 3 personnes impliquées dans la controverse. Le documentaire a été tourné alors que l'affaire faisait la une des journaux du monde entier et offre aux spectateurs un aperçu unique de la façon dont les événements se sont déroulés pour les 3 protagonistes. Cambridge Analytica était une société britannique de conseil politique. Elle se vantait de détenir des milliers de données sur chaque électeur américain, collectées surtout via leurs interactions sur des sites comme Facebook. Ils avaient créé des profils pour chaque utilisateur et pouvaient les cibler avec des publicités pour les élections américaines à venir. Ce sont des outils que la société mère de Cambridge Analytica, le SCL Group, avait utilisés dans d'autres pays. Le groupe SCL avait lancé des campagnes d'opérations psychologiques pour amener les gens à voter d'une certaine manière ou à ne pas voter du tout s'ils étaient peu susceptibles d'être convaincus de voter comme les clients de la société le souhaitaient. En décembre 2015, des journalistes ont commencé à révéler que Cambridge Analytica avait collecté illégalement des données pour les utiliser dans des campagnes politiques aux États-Unis. Alors que la majorité des médias se focalisaient sur Facebook, où la société avait obtenu la plupart des données, cette histoire dépassait une simple fuite sur Facebook. La journaliste Carole Cadwaladre a poursuivi son enquête sur l'affaire, notamment sur le rôle de Cambridge Analytica dans la campagne Leave.eu pendant le référendum sur le Brexit. L'enquête et l'interview de Cadwaladre forment la base du documentaire. Le documentaire montre qu'il ne s'agissait pas que de quelques données divulguées. La manipulation des élections dans le monde entier devient évidente. Le documentaire relate aussi l'histoire de David Carroll, professeur d'université américain. Carroll avait découvert que Cambridge Analytica affirmait disposer de données sur les électeurs américains, ce qui l'incluait lui aussi. En 2016, il a lancé une campagne contre l'entreprise pour découvrir exactement quelles informations Cambridge Analytica détenait sur lui. Cela l'a mené dans un parcours difficile à travers la justice britannique, suivi de près par le documentaire. Ce fut un combat difficile qui a mis des années à se dérouler. Avant que Carroll découvre les données collectées, Cambridge Analytica a cessé ses activités. Aucune entreprise ne pouvait désormais être contrainte par les tribunaux britanniques de révéler la vérité. Le troisième grand intervenant du documentaire venait de l'autre côté de l'histoire. Brittany Kaiser, ex-directrice du développement commercial chez Cambridge Analytica, faisait l'objet des enquêtes de Cadwaladre. Kaiser apparaît d'abord près d'une piscine en Thaïlande où les réalisateurs l'ont retrouvée. À ce moment, elle songeait à dénoncer ce qui se passait chez Cambridge Analytica. Le scandale s'amplifiait et de nouvelles informations étaient dévoilées, mais l'implication de l'entreprise dans la campagne du Brexit restait alors non confirmée.
Le documentaire la montre en train de prendre cette décision, même s'il ne précise pas que cette décision n'a été prise qu'après que le journal de Cadwaladr a publié un article sur son implication dans une campagne de diffamation lors de l'élection nigériane de 2015 au S. Numéro 7. Vernon, Floride est un documentaire étrange dont beaucoup de gens ont tiré des interprétations différentes au cours des 45 années qui ont suivi sa sortie. L'histoire derrière le documentaire est tout aussi étrange que le film lui-même. Vernon est une petite ville située dans le nord-ouest de la Floride, avec une population de 885 habitants au moment de la sortie du documentaire. Elle avait attiré l'attention nationale en raison d'une statistique macabre qui lui avait valu le surnom de Nub City. Les 2/3 de toutes les demandes d'indemnisation d'assurance, accident pour perte d'un membre aux États-Unis dans les années 1950 et 1960 provenaient de cette seule petite ville. Les enquêteurs d'assurance étaient certains qu'il y avait une forme de fraude. Beaucoup de ces demandes paraissaient raisonnables, mais en creusant, on trouvait des détails suspects qui auraient soulevé des questions, même sans le grand nombre de demandes de cette ville. Il n'y avait jamais assez de preuves pour convaincre un jury qu'une affaire était frauduleuse. Pour beaucoup, il était impensable que quelqu'un s'ampute volontairement juste pour de l'argent. C'est cette histoire qui a poussé Errol Morris à venir en ville. Il voulait réaliser un documentaire sur les amputés qui essayaient désormais de continuer leur vie avec une main ou un pied en moins, ainsi que sur l'étrange environnement dans lequel ils vivaient. Quelque chose à Vernon poussait les gens à prendre des mesures aussi extrêmes. À 2 reprises, il est venu à Vernon pour réaliser ce documentaire. La deuxième fois, il a vécu 1 an à Vernon, mais a subi l'hostilité et des menaces de la part des personnes qu'il filmait. Au lieu de faire un documentaire sur Nub City, Maurice a choisi une autre approche et a créé quelque chose de totalement différent. Vernon, Floride diffère des autres documentaires, proposant des interviews où quelques habitants parlent directement à la caméra. Ils peuvent parler librement, sans interruption ni question de l'équipe de tournage. Un homme évoque les animaux sauvages qu'il a capturés et gardés comme compagnons, dont un raton laveur et une tortue. Un autre raconte des histoires sur une chasse à la dinde sauvage qu'il a faite, expliquant comment il a rassemblé les différents trophées qu'il expose. Un couple parle d'être allé au Nevada et d'avoir ramassé du sable sur le site du premier essai d'armes atomiques. Ils le gardent dans un bocal, pensant qu'il grandit. Beaucoup de spectateurs ont ridiculisé les sujets et leurs manières excentriques, mais ce documentaire ne semble en rien moqueur. Maurice a choisi un projet sur un sujet que ses participants évitaient et au lieu d'imposer, il leur a laissé contrôler le récit. Quoi que ce soit. Numéro 6. Pendant la guerre du Vietnam, plus de 1000 soldats américains ont été capturés et faits prisonniers de guerre. Seulement 32 réussirent à s'évader des camps de prisonniers de guerre et à regagner un lieu sûr. Parmi eux, Dieter Dengler n'était que le 2e. Après 6 mois de captivité, Dengler s'est évadé d'un camp au Laos et a finalement été secouru par hélicoptère. Le documentaire de 1997, Little Dieter Needs to Fly, permet à Dengler de raconter son histoire. Le désir de voler de Dengler est né dès son enfance dans la forêt noire en Allemagne. Son village fut détruit par les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, plongeant sa famille dans la pauvreté. Mais voir les avions alliés, et en particulier américains, passer au-dessus de sa tête a fait rêver Dengler de devenir pilote. Dans le documentaire, il retourne dans son village natal et raconte que sa mère faisait bouillir du papier peint récupéré dans des maisons détruites pour se nourrir. Même après la fin de la guerre, il était extrêmement difficile pour la famille d'échapper à la pauvreté. Dengler a été apprenti chez un forgeron violent sans jamais renoncer à son rêve. En 1956, à seulement 18 ans, il a fait de l'autostop jusqu'à Hambourg et est parti en bateau pour New York. En 1957, il s'est engagé dans l'armée de l'air américaine. Dengler n'a pas pu réaliser son rêve de voler dans l'armée de l'air. Il a réussi le test d'élève aviateur, mais seuls les diplômés de l'université pouvaient être pilotes. Il n'a pourtant pas abandonné et s'est inscrit à l'université pour un diplôme en aéronautique. Il a finalement intégré la formation des élèves aviateurs de la marine américaine, réalisant ainsi son rêve. À cette époque, les États-Unis étaient déjà engagés dans la guerre du Vietnam. En 1965, son escadron a rejoint le porte-avions USS Ranger et est parti pour le Vietnam. Quelques mois après son arrivée au Vietnam, l'avion de Dengler a été abattu au-dessus de la jungle laotienne. Les orages et la fumée des champs en feu réduisaient à la visibilité et il a perdu de vue les autres pilotes. Après 2h30 de vol au-dessus du territoire ennemi, l'avion de Dengler a été abattu. Il a vite été capturé et fait prisonnier par les troupes du Pathet Lao. Dans le documentaire, Dengler est ramené au Laos pour l'aider à décrire son calvaire.
Des habitants sont recrutés pour reconstituer certains moments, souvent en restant autour de Dangler pendant qu'il raconte son histoire. D'après Dangler, de nombreux hommes du film étaient effrayés et il a dû les rassurer en leur expliquant qu'il n'y avait rien à craindre et que ce n'était qu'un film. Au cours du documentaire, Dangler décrit des épreuves éprouvantes, notamment la torture et la faim. Il ne paraît jamais bouleversé ni ébranlé. L'histoire est souvent racontée avec une certaine excitation ou sur un ton très factuel, donnant l'impression qu'un vieil homme narre des histoires de guerre à ses petits-enfants. Cela ne rend pas les histoires soient moins troublantes pour autant, surtout lorsqu'il décrit les hallucinations auxquelles il a été confronté à cause de la faim et de la douleur. Dangler et ses codétenus du camp près de Park Kung ont conçu un plan d'évasion. Le plan risqué visait à prendre les armes des gardes. Il ne s'est pas passé comme prévu, mais c'était leur seul espoir de survie. La plupart des participants au plan n'ont malheureusement pas survécu. Seuls Dangler et 2 autres ont survécu à la tentative d'évasion, bien que les 2 autres aient été repris par la suite. Après l'évasion de Dangler du camp, il devient évident que le titre du documentaire ne concerne pas seulement son désir d'enfance. La seule façon de sortir de la jungle est par hélicoptère. Après plusieurs tentatives pour signaler sa présence afin d'être secouru, Dangler a finalement été retrouvé le 20 juillet 1966, 23 jours après son évasion. Au début, l'équipage doutait qu'il soit un prisonnier de guerre américain vu le temps écoulé depuis sa capture, mais il les a convaincus. Numéro 5. Des rumeurs sur des êtres vivant dans les tunnels sous New York existent depuis presque aussi longtemps que ces tunnels. Ces histoires ont évoqué tout, des simples sans-abri aux criminels dangereux, en passant par de véritables êtres surnaturels. Au début des années 1990 et 2000, la fascination autour de la question de savoir qui ou quoi pouvait vivre dans les tunnels sous New York a donné lieu à une série de livres et de documentaires sur les soi-disant gens taupes. Il était prouvé que des gens vivaient dans les tunnels du métro, mais les histoires les concernant étaient largement fausses. Voix dans le tunnel, à la recherche des gens taupes, était un documentaire sorti qui tentait de découvrir combien de ces histoires étaient vraies. Le documentaire de 2008 s'inspire d'un livre de l'écrivaine Jennifer Todd. En 1993, Todd a publié un livre intitulé « Les gens taupes, la vie dans les tunnels sous la ville de New York ». Selon Todd, elle a effectué de nombreux voyages dans le tunnel, y compris le Freedom Tunnel, où elle affirme avoir été témoin d'une société entière de personnes qui, rarement voire jamais, ne se rendaient à la surface. Il y avait des enseignants, des mères élues et même des enfants qui étaient nés sous terre. La plupart survivaient avec ce qu'ils trouvaient, seuls quelques-uns allaient en surface chercher des ressources. Le livre de Todd est devenu l'un des ouvrages les plus célèbres sur le sujet, même si, peu de temps après, les gens ont commencé à douter de ses récits. Le livre de Todd contenait de nombreux entretiens avec les habitants des tunnels, dont certaines histoires sont totalement fictives. Mais des experts du métro ont également fait remarquer que la configuration des tunnels est impossible, ce qui jette le doute sur les récits de Todd concernant ce qu'elle a réellement vu. Malgré la controverse, il est certain que des personnes vivaient dans les tunnels, mais pas autant que Todd l'avait prétendu. Voix dans le tunnel suit les réalisateurs Vic David, Kenny Cherry et Eric Oberholzer, alors qu'ils s'aventurent dans les tunnels à la recherche de la vérité. Il présente des interviews avec Toff, où elle explique ce qui a attiré son attention sur le sujet, au départ, mais aussi avec les personnes qui vivaient réellement dans les tunnels. Parfois, il est difficile de croire les récits des personnes sans abri interviewées. Il est possible que certains des hommes interviewés aient déjà ôté la vie à quelqu'un, mais il est aussi possible qu'ils se vantent simplement de crimes qu'ils n'ont jamais commis. Le documentaire a été critiqué pour l'exploitation potentielle de son sujet. Contrairement à d'autres documentaires sur les habitants des tunnels de New York, les réalisateurs de Voix dans les tunnels n'avaient aucun lien avec la communauté des sans-abri. Et il n'est pas certain que les personnes filmées en aient tiré un bénéfice. Numéro 4. Apparemment, Les Portes du Paradis est un documentaire sur les cimetières pour animaux. C'est un concept simple que même des réalisateurs de l'époque jugeaient insuffisant pour un long métrage. Mais ce documentaire de 85 minutes a réussi à capter l'attention du grand public et des critiques de cinéma, et on le recommande encore plus de 45 ans après sa création. Gates of Heaven, premier documentaire d'Errol Morris, a rompu avec toutes les pratiques courantes de l'industrie. Ce n'est pas un documentaire d'observation qui était populaire en 1978 lors de la sortie du film, mais il laisse les sujets prendre le contrôle de leur propre histoire. Chaque plan est soigneusement préparé, mais les conversations semblent peu dirigées depuis derrière la caméra. Les Portes du Paradis débutent avec l'histoire de Floyd McClure, propriétaire d'un cimetière pour animaux.
Il raconte avoir toujours aimé les animaux et, enfant, avoir aidé un ami à enterrer un chien avant que les éboueurs ne l'emportent. Après avoir perdu son chien, McClure a choisi un terrain adapté et a réservé un acre pour l'enterrement. Avec le temps, d'autres personnes sont venues avec lui dans l'espoir d'enterrer leurs animaux de compagnie avec dignité. Selon McClure, il a fait passer sa passion avant l'argent, si bien que lors du tournage du documentaire, son cimetière pour animaux était déjà fermé. Maurice a d'abord découvert le sujet de son film en lisant un article de journal. Des centaines d'animaux de compagnie enterrés dans le cimetière étaient transférés dans la vallée de Napa après la fermeture de l'entreprise de McClure. La seconde moitié du film présente des interviews avec la famille Harbers, qui possédait le Bubbling Well Pet Memorial Park. La famille se compose des parents qui ont lancé l'entreprise et de 2 fils adultes, chacun ayant sa propre vision de l'entreprise et de la vie en général. Dan, l'un des fils en particulier, semble bien plus investi dans la musique qu'il joue dans la vallée que dans l'entreprise familiale. En plus des personnes impliquées dans le cimetière pour animaux, d'autres sont interviewées dans le documentaire. L'une d'entre elles est Florence Rasmussen, une dame âgée qui vivait dans une maison surplombant le cimetière de McClure. L'interview débute sur les animaux de compagnie, puis s'égare vers des récits personnels sans lien avec l'entreprise du cimetière pour animaux. Elle évoque le petit-fils qu'elle a élevé, les voitures offertes et son mariage raté. Malgré ces contradictions, la longueur et le caractère non monté de son interview l'ont rendue vedette du documentaire. 2 personnes ayant enterré leur animal à Bubbling Wells expliquent qu'un animal de compagnie est plus qu'un objet, rendant difficile de savoir quoi faire après sa mort. La femme dit « Voilà votre chien, mais où est ce qu'il faisait bouger ? Il devait bien y avoir quelque chose, non ?» Pour de nombreux spectateurs, les Porcs du Paradis traitent non seulement des cimetières pour animaux, mais aussi de questions philosophiques sur la vie, l'amour et la perte. Qu'il s'agisse d'un proche ou d'un animal. Numéro 3. En décembre 2020, Netflix a sorti une série documentaire controversée qui est vite devenue l'une des émissions les plus regardées de la plateforme. La révélation de Sean Combs retraçait l'ascension et la chute du magnate de la musique, incluant des descriptions de crimes graves dont il a été accusé. Combs était une figure clé de l'industrie musicale depuis les années 90. Selon ses nombreux accusateurs, son comportement contrôlant et abusif persistait durant toute cette période. Alors que les accusations s'accumulaient, la sécurité intérieure a perquisitionné ses domiciles et il a été arrêté sous de multiples chefs d'accusation. Après un long procès, il a été reconnu coupable en mai 2025 de 2 des chefs d'accusation les moins graves pour lesquels il était jugé et a été condamné à 15 mois de prison. Selon le documentaire de Netflix, ce n'était que la pointe de l'iceberg. The Reckoning a eu Curtis Jackson comme producteur exécutif, plus connu sous le nom du rappeur 50 Cent. Jackson était en rivalité avec Combs, mais selon lui, il voulait faire le documentaire pour donner une voix aux victimes. Ainsi, le documentaire se compose en grande partie d'entretiens avec des personnes qui ont connu Combs tout au long de sa carrière et qui pouvaient témoigner de certains aspects plus sombres de sa vie. Les personnes interrogées comprenaient des amis d'enfance, des partenaires d'affaires et des artistes de son label. Ils ont décrit un homme qui cherchait à tout contrôler autour de lui et qui ne semblait pas vraiment se soucier des pensées et des avis des autres. Un artiste a évoqué des cycles de 14 jours où Combs restait éveillé 2 semaines d'affilée sous l'effet de drogue, retenant les autres artistes au studio pendant qu'ils travaillaient sur la musique. Mais certaines des histoires les plus marquantes et glaçantes du documentaire venaient de personnes qui auraient été victimes de Combs. Aubrey O'Day est une chanteuse qui est devenue célèbre après sa participation à Making the Band 3, une émission de MTV créée par Combs. O'Day est devenue une star montante et la chanteuse principale de Danity Kane, un groupe féminin encadré par Combs. Bien qu'elle semblait idéale pour ce poste, elle a été évincée après un désaccord avec lui. Peu de détails expliquaient pourquoi, Combs disant seulement qu'elle avait changé pendant qu'il la connaissait. Dans le documentaire, O'Day partage des emails inappropriés qu'elle affirme provenir de Combs. Il aurait détaillé ce qu'il aimerait lui faire. O'Day a refusé de participer à toute activité et elle pense que c'est pour cette raison qu'elle a finalement été renvoyée. Cela serait déjà grave, mais O'Day indique que Combs aurait pu aller au-delà de simples paroles. Selon une déclaration sous serment, une femme dit avoir trouvé O'Day inconsciente dans une pièce, alors que Combs et un autre homme se comportaient de façon inappropriée avec elle. Cette interview émouvante révèle la véritable histoire derrière les accusations contre Combs, souvent cachées par un traitement médiatique sensationnaliste. Le documentaire reste controversé.
Avant sa sortie, l'équipe de Combs l'a qualifié de pamphlet diffamatoire, affirmant qu'il utilisait des images protégées par des droits d'auteur qui avaient été obtenus illégalement. Les images ont été tournées quelques jours seulement avant l'arrestation de Combs et le montrent en train de discuter avec son avocat de la défense sur la façon d'agir et de sauver les apparences. L'équipe a envoyé une lettre de mise en demeure à Netflix avant la sortie du documentaire, mais celui-ci reste disponible à ce jour. Numéro 2. Lorsque le procès contre les anciens dirigeants d'Enron, Jeff Skilling et Ken Lay a commencé, le discours d'ouverture du procureur s'est inspiré d'un documentaire sorti 1 an plus tôt. Le procès contre Skilling et Lay concerne des fraudes ayant entraîné la chute de l'entreprise. Le documentaire expliquait la révélation de cette fraude et d'autres actes répréhensibles d'Enron, non inclus dans l'affaire. Enron, The Smartest Guys in the Room, était basé sur le livre du même nom écrit par les journalistes Bethany Mocklin et Peter Hilkin. En 2000, Enron était l'une des plus grandes entreprises d'Amérique. Elle était d'abord une entreprise pétrolière et gazière dédiée à l'acheminement, mais s'est vite tournée vers la spéculation sur les prix du gaz, engrangeant d'énormes profits. L'entreprise s'est diversifiée, touchant la vidéo à la demande et les produits dérivés météorologiques. Le documentaire montre Enron en train de perdre de l'argent tout en donnant à tout le monde l'impression que l'entreprise se portait bien. Elle a choisi une méthode comptable, enregistrant aussitôt les bénéfices attendus. Cela signifiait que lorsqu'elle a commencé à travailler sur une centrale électrique en Inde, elle pouvait immédiatement comptabiliser tout l'argent qu'elle prévoyait de gagner grâce à ce projet. Enron cachait ses pertes et dettes dans des sociétés écrans d'Andy Fastow. Les sociétés de Fastow achetaient des actifs peu performants, qui restaient hors des comptes de l'entreprise. Ces transactions financières non criminelles ont conduit la direction d'Enron devant une commission du Congrès. Mais ce n'étaient pas les seules activités douteuses révélées par le documentaire. Enron s'est impliqué dans le secteur de l'électricité nouvellement déréglementé en Californie. Enron a réalisé qu'en arrêtant ses centrales à certains moments, elle pouvait provoquer une pénurie d'électricité et ainsi faire monter les prix. Cela a contribué aux coupures de courant tournantes que l'État a connues en 2000 et 2001. À cette époque, 2 femmes ont commencé à examiner de plus près la société Enron. L'une d'elles était Bethany Mocklin, une journaliste du magazine Forbes. Forbes attribuait toujours d'excellentes notes à Enron, mais Bethany Mocklin a examiné de près les publications de la société et n'a pas pu comprendre comment elle gagnait de l'argent. Dans le documentaire, elle raconte comment elle a obtenu un rendez-vous avec quelqu'un de la société dans une petite pièce sans fenêtre. Il prétendait tout lui expliquer, mais les chiffres ne correspondaient pas. Elle a publié l'article « Is Enron Overpriced ?» en mars 2001. Il n'affirmait pas qu'il se passait quelque chose d'illégal, mais cela lui a valu les moqueries d'Enron. Ils ont déclaré que l'article avait été publié uniquement parce que le concurrent de Forbes venait de publier un article positif sur l'entreprise. Mocklin est l'une des principales personnes interviewées dans le documentaire. Elle explique précisément les transactions financières et les difficultés auxquelles se heurtait quiconque voulait enquêter sur l'entreprise. Une autre personne interviewée est Sharon Watkins. Watkins était vice-présidente du développement chez Enron. En août 2001, elle examinait également les chiffres de l'entreprise et a trouvé des irrégularités. Il ne s'agissait pas seulement de comptabilité créative, elle a rédigé une note anonyme au PDG de l'entreprise puis lui a parlé en personne. L'entreprise a affirmé qu'elle mènerait une enquête sur ses préoccupations, mais il n'y avait aucune indépendance et le problème a de nouveau été ignoré. Mais de plus en plus de gens doutaient d'Enron. Quand le scandale a éclaté, la note de Watkins a été retrouvée et elle a témoigné devant une commission du Congrès. Elle a montré que certains dans l'entreprise étaient au courant et que ce n'était pas l'œuvre de quelques traders isolés. En 2002, elle a été désignée par Time comme l'une des personnalités de l'année de Time, avec 2 autres lanceuses d'alerte. Skilling et Lay ont été reconnus coupables de plusieurs fraudes. Lay a décédé avant que sa peine de prison ne commence, tandis que Skilling a purgé 12 ans de prison. Numéro 1. We're Alone Now est un documentaire de 2008 dont la pertinence a augmenté avec la facilité croissante pour les fans de créer des relations parasociales avec les célébrités. C'est assez difficile à regarder, mais cela offre un aperçu étrange de ce à quoi ressemble la vie des fans qui vont trop loin. Le documentaire suit Jeff Turner et Kelly McCormick, 2 fans de la chanteuse pop des années 80, Tiffany, qui ont été qualifiés de harceleurs par d'autres fans et par les médias. Tous 2 croient entretenir une relation avec Tiffany, et le film montre comment cette obsession a marqué leur vie. Turner est un homme de 50 ans originaire de Santa Cruz, en Californie. Au début du documentaire, il dit que lui et Tiffany se connaissant depuis presque toute leur vie.
Il montre sa collection de souvenirs, dont des magazines où elle figure et des photos prises ensemble lors de dédicaces. Il l'appelle constamment une amie personnelle, même en montrant les ordonnances d'éloignement qu'elle a contre lui et des coupures de journaux concernant ses tentatives de se rapprocher d'elle. Cela inclut une fois où il s'est approché d'elle avec une épée. L'obsession de Turner l'a laissé isolé, vivant dans une maison remplie d'ordures ainsi que de souvenirs du passé. Il a malgré tout quelques amis interviewés pour le documentaire. Il souligne que Turner vit avec l'autisme, ce qui a contribué à son obsession et à son isolement. McCormick est la deuxième personne présentée dans le documentaire. Originaire de Denver, Colorado, son obsession pour Tiffany a débuté à l'adolescence. Elle a eu un accident de vélo qui l'a laissée dans le coma pendant un certain temps, et pendant cette période, McCormick a rêvé d'une femme qui la mettait à l'abri. À son réveil, on lui a fait écouter Tiffany et elle a reconnu la femme de ses rêves. McCormick pense qu'elle est destinée à être avec Tiffany. À un moment inconfortable et triste du documentaire, elle évoque la relation de Tiffany avec son mari. McCormick pense que cet homme lui a volé son identité et sa vie, et qu'il ment à Tiffany. Il est évident que la maladie mentale est un facteur aussi bien pour Turner que pour McCormick. Le documentaire semble parfois exploiter cela, surtout dans le dernier acte. Turner et McCormick se rencontrent pour la première fois lors d'un concert de Tiffany à Las Vegas. On les voit danser, captivés par elle. Aucune de ces musiques n'est présente dans le documentaire. Et le concert a une bande-son discrète et triste. Turner et McCormick rencontrent leur idole après le concert lors d'une rencontre avec les fans. On n'aperçoit Tiffany que brièvement, mais il est évident qu'elle est mal à l'aise lors de l'échange. Malheureusement, cela n'a pas aidé Turner ni McCormick, qui quittent la salle en pensant avoir eu une connexion unique avec l'artiste. Le documentaire a été qualifié de regard non jugeant sur la maladie mentale, et il permet à Turner et McCormick de raconter leurs propres histoires sans interruption ni contradiction. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.